tous, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Benoît Quevrin sur Perspective, cette chaîne YouTube qui vous inspire sur l'architecture durable et zen, surtout focalisée sur l'occupant et sur le confort. Merci Benoît de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Voilà. La chaîne YouTube de Perspective, c'est vraiment pour vous inspirer vers une architecture toujours plus durable et focalisée sur l'occupant et son bien-être. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Benoît Quevrin. Benoît, merci parce que, en fait, au tout début, on s'est connus parce que j'ai rénové en passif notre maison avec mon mari. Et tu nous as vraiment bien guidés à l'époque. Tu nous as dit juste c'est possible, alors qu'on n'imaginait pas que c'était possible. Donc à l'époque, effectivement, tu étais à la plateforme Maison Passive, une ASBL qui essayait de promouvoir le passif à Bruxelles et en Wallonie. Et donc, si je résume ton parcours, tu es architecte, ingénieur-architecte. Oui. Tu as travaillé et œuvré pour la plateforme Maison Passive pendant des années. Et aujourd'hui, tu as lancé FAST. Et tu vas pouvoir nous en parler en détail. Mais tu n'es pas seulement entrepreneur, on va dire, dans cette entreprise FAST. Tu es aussi formateur, professeur à Lille, en tant que... C'est une sorte de chargé de cours, quoi. Chargé de cours, voilà, c'est ça. À la Cambre. Oui, et à Mons aussi. Et à Mons aussi. Donc, pas mal de thèmes sur la transmission qu'on va aborder tout à l'heure. Donc, cette entrevue va se dérouler en trois parties. Je vais te poser des questions sur toi, sur ton métier, aïe, sur ton parcours professionnel, mais aussi personnel, parce que rien ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis, sur la transmission. Je pense qu'effectivement, c'est un thème qui te parle beaucoup. C'est vrai. Alors, en quoi ton histoire de jeunesse a fait qu'à un moment donné, tu as voulu aller vers l'architecture? Et qu'est-ce qui a fait que ce métier t'a attiré? Déjà, très bonne question. Alors, je n'en sais absolument rien, je crois. Il y a une sorte de logique avec tes questions de psychologue. Je dirais que mes parents sont... Donc j'ai un père qui est prof de maths, une mère qui est très artiste comme ça. Ok. Une sorte de mélange des deux qui fait ingénieur, architecte. Voilà. Ok. Et donc j'imagine que ça sort un peu de ça. Mhm. Parce qu'effectivement, passionné par les sciences et passionné par l'art. Et je me dis, voilà, il y a un mélange logique. Je n'étais pas super attiré par l'architecture en soi, mais ça semblait une bonne chose. Et pourquoi ingénieur vraiment? Donc au départ, moi je voulais, avec mon utopie de 18 ans, 17 ans, là, je m'étais dit, moi ce que je veux dans la vie, c'est sauver le monde. Parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas. On y va, franchement. Les choses sont claires. Ouais. Mais c'est bien, super ambitieux. Donc, si je veux supervision. sauver le monde, il me faut des outils. Ok. Et je pense qu'ingénieur civil, ça va le faire. Et donc voilà. Ok, top. J'ai pas fini, visiblement. Du tout. Donc, peut-être que j'ai revu un peu à la baisse, depuis avec un peu de modestie, loin, voilà, nécessaire. Mais voilà, mes études, elles viennent de là, je crois. C'est ça. Un peu de dissémination de mes parents et une ambition. Une utopie un peu dingue d'adolescent, quoi. Voilà. Et pourquoi sauver le monde, en fait? Sauver le monde de quoi, en fait? À l'époque, j'étais un peu... allez, j'étais pas révolutionnaire, mais je voyais déjà qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas socialement, écologiquement, mais bon, à cette époque-là, on était plus à avoir des papiers dans la rue et se dire mais comment est-ce que les gens jettent encore des papiers dans la rue. J'étais très orienté humanitaire, donc je voulais aller aider les enfants en Afrique avec des visions qu'on avait à cette époque-là qui étaient complètement, à mon avis, un peu biaisées. Mais bref, voilà, j'avais envie d'apporter ma pierre pour un monde meilleur, de manière générale. Okay. Et voilà, ça me semblait des outils pertinents d'être ingénieur civil et architecte. Et architecte, voilà. Super. Donc dans ce contexte, quelles sont tes valeurs motrices qui font qu'aujourd'hui tu fais tes choix professionnels et personnels? Mes valeurs, c'est quoi? Je dirais que ce sont les valeurs que j'essaie de donner à mes enfants. Oui. C'est comme ça que je vais essayer de répondre à la question. Et donc, il y a une partie d'honnêteté, d'intégrité. Être intègre, pour moi, c'est une des valeurs les plus importantes, à côté de la tolérance, qui me semble évident. Ok, donc être aligné avec ces valeurs, justement, pour pouvoir faire ses choix, avancer dans cette direction-là. Oui, c'est ça, avoir du sens. Vraiment. Avoir du sens, ouais.
ait du sens, les suivre et avoir une vision holistique des choses, être intègre vraiment, ne pas essayer d'avoir d'œillères en disant je pense que je fais bien les choses en essayant de cacher ce qui ne va pas. Voilà. Ok, donc l'authenticité, c'est quelque chose qui te parle aussi. Être le Ouais, plus authentique possible, malgré effectivement voilà, peut-être le regard de l'autre, ou enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Oui, je sais pas, j'ai un peu peur du mot authenticité qui fait un peu marketing comme ça peut-être. Oui, Mais non, le mot intégrité me parle intégrité, plus, je être crois. intègre, Voilà. ok. Comment tu arrives à maintenir, si tu y arrives, l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée? Oh, Facile? je vais un jour te raconter. Je n'y arrive pas du tout, bien sûr. Ok. Mais non, C'est dur, hein. euh, allez, j'ai l'impression qu'avec l'âge, on arrive à plutôt accepter le fait qu'on n'y arrive pas. D'accord, Tu vois, ouais. c'est pas, Et lâcher prise sur le c'est résultat, quoi. compliqué. Moi, je suis un traumatisé de j'ai envie d'aller, d'être parfait, de répondre convenablement à tout le monde, et donc ça prend des heures, et donc des fois je dors pas, et donc oui, c'est vrai que c'est très difficile. Et quand on a un statut d'indépendant, que tu as un métier qui est relativement passionnant comme le nôtre, Ouais, tout à fait. il n'y a rien à faire. Parfois, ça prend le pas sur la vie privée, Ouais. La vie familiale, la vie de couple. la vie privée, le familial, couple et autres. Ouais. Et puis tu perds des amis parce que tu les vois pas, qui t'appellent 15 fois, et tu dis oui, je te rappelle, et tu oublies de les rappeler, et puis finalement, Et ils c'est te pas rappellent évident. plus, et tu te rends compte que tu les as perdus de vue, et donc tu te sens un peu con. Et du coup, voilà, tu fais une sorte de mea culpa, et tu essaies de corriger les choses. Et la manière de le faire, c'est d'être conscient de ça déjà, je crois, et d'arriver à vraiment dégager du temps. Mais je sais que ma vie ne sera jamais une routine. Ouais. Mais tu l'as choisi comme ça, Ah oui, effectivement. non, mais je ne pourrais jamais faire autrement. C'est ça qui est chouette. Je sais que c'est comme ça. Ouais. Mais je sais que moi, je ne serai jamais le gars qui, à 5 heures, a fini son boulot et qu'après, on n'en parle plus. Ou, ça n'ira jamais comme ça. Et donc, parfois, je vais surprendre mon gamin, je vais le chercher à midi à l'école alors qu'il s'y attend pas, et on va manger un bout, et puis je vais le ramener parce que j'ai l'occasion. Super. Mais parfois, je bosse jusqu'à 10 heures et je ne les ai pas vus. Mais tu l'as pas vu, voilà, ouais. c'est comme ça. Et c'est ça aussi la richesse du métier d'indépendant ou d'entrepreneur, c'est qu'on est finalement libre de ses choix en partie et on fait un petit peu, on a cette liberté entre guillemets de choisir son temps avec sa famille ou avec ses amis, Ouais. mais on est dans un équilibre très, c'est le funambule sur le fil, Ouais. et c'est très très dur à Oui, maintenir. je crois que vu l'extérieur, ça allait d'être une liberté. D'ailleurs, on appelle ça indépendant. Et C'est ça veut ce tout côté dire, indépendance qui est vu de l'extérieur, qui en fait n'est pas du tout vrai parce que tu as des clients, des contraintes, machin. Et bien sûr. si tu te laisses aller, je pense que en mode normal, l'indépendant est juste surchargé et ne fait que travailler. Ouais. Voilà, il n'a pas le choix. C'est un travail de devoir se dire, ok, je me calme et voilà, je vais essayer de m'inspirer autrement. Oui, tout à fait. On a parlé effectivement de cette ambition de vouloir sauver le monde, mais quelle est ta vision à long terme, à la fois sur ce que tu peux offrir et finalement comment tu peux impacter ce monde pour qu'il soit meilleur. Mais donc la vision à long terme, c'est quoi? Je n'en ai pas. Ok. J'ai pas de vision à long terme, mais je crois que c'est relativement volontaire. Mhm. Dans le sens où mon travail est là pour essayer d'accompagner les gens, les tirer vers le haut, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et donc ça dépend fortement de comment évolue le monde, je dirais. Ok. On est avec des objectifs qui sont d'une violence inouïe en termes de changement, de paradigme, de choses qui vont arriver, quoi. On parle, quand on entend ce que le GIEC dit, et qu'on va un peu au-delà de juste le rapport médiatique, voilà, en 2050, on doit être CO2 neutre. Je ne vois absolument pas comment on peut y arriver. Et donc moi, je suis effrayé, vraiment. Mais à partir de ce point-là, on sait que ça se passe comme ça, on sait que si on ne le fait pas, ça va vraiment avoir des impacts catastrophiques. On n'a aucune idée de comment on va survivre à ça, vraiment. Alors, nous, évidemment, on est les riches, et donc on a l'impression que ça va nous toucher moins. Déjà, je crois qu'on se trompe, mais effectivement, les premières populations touchées, ça ne sera pas nous. On peut faire semblant on peut être un peu hypocrite et se dire que c'est pas grave, quoi. Mais il n'empêche que si on n'est pas dans cet objectif-là, qu'on n'a pas cet objectif-là en tête, on va droit dans le mur. Alors,
je vois plein d'actions, on voit les gilets jaunes, on voit les gilets verts, voilà, plein de trucs qui se passent maintenant. Toutes les marches pour le climat. C'est relativement réjouissant, c'est vrai. Il y a peut-être chez moi une part de pessimisme qui me dit est-ce que ça va vraiment jouer quelque chose? Est-ce que les élections qui vont arriver là, finalement, on va pas reparler de conneries politiques? J'en sais rien, et donc peut-être qu'il va rien se passer, et donc mon boulot, ça sera de continuellement rappeler aux gens qu'on va bientôt mourir et qu'il faut faire quelque chose vraiment. Ouais, c'est fou. Hein. Et puis c'est depuis des années qu'on sait tout ça. Hein. Mais bien sûr, il y a une inertie phénoménale, pour plein de raisons, vraisemblablement, mais qui est comme ça. Et donc, soit ça continue, mon boulot sera de dire, ok, on continue à s'étirer le marché pour aller faire bouger les choses, soit je ne sais pas ce qui se passe, il y a une étincelle et effectivement, il y a un mouvement qui se passe, et du coup, mon boulot va complètement changer aussi, parce que je serai plus dans l'accompagnement plutôt que de dire bougez-vous les fesses, je dirais. C'est ça. Voilà, je suis plutôt ouvert à tout, moi, mais voilà, j'ai une petite préférence à pouvoir accompagner plutôt que... C'est ça, il y a l'urgence en fait qui est là. Et donc, si on fait le lien... l'urgence, honnêtement. Moi, on a dépassé l'urgence, bien sûr. Je ne sais plus si, quand je donne cours à mes étudiants, je ne sais plus si je dois alerter les étudiants ou les préparer à ce qui va se passer. Ouais. Est-ce qu'on est en train de se dire comment on va faire pour éviter ça, ou est-ce qu'on est en train de se dire comment je vais faire pour, quand ça va m'arriver en pleine figure, avoir le moins mal possible, quoi. Ouais. C'est les vraies questions, elles sont là, je sais vraiment pas. Ouais. Est-ce que donc pour donner un cadre, si je reviens sur Fast, justement, oui. Tu as lancé ta boîte il y a 2 ans, quelque chose comme ça? Un peu plus maintenant. Oui. 4 ans, oui. Et donc, si tu résumes Fast, c'est? Alors Fast, c'est un think tank sur l'innovation dans le développement durable dans le secteur de la construction. Voilà, quand tu as dit ça, tu as dit. Un bon pitch. Mais voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est, quand je suis sorti de la plateforme Maison Passive, j'avais l'impression d'avoir une table de mixage de la durabilité et d'avoir juste un curseur comme ça qui est l'énergie dans le bâtiment et tous les autres je regarde pas. Passif. Alors je maîtrisais super bien le curseur, tu vois, je pouvais ça c'est bon. Doigt, laisse-les fermer comme ça, super. Et il y avait tous expert les dans autres ce domaine, mais il y en a d'autres des critères de durabilité. Ouais. Tout plein quoi. Et donc je m'étais dit bon, il faut peut-être que je me retire un peu, que je laisse la main et pour plein d'autres raisons je quitte ça. Et à ce moment-là, j'ai 3 partenaires qui viennent me chercher, qui sont A2M, Democo et Nelson. Donc on a un architecte qui a déjà l'expérience dans du passif, avec Sébastien Moreno, je pense que tu as déjà... Voilà, que j'ai interviewé dans la première entrevue, si vous avez la curiosité d'aller voir la première entrevue. D'abord, et puis à la fin, écoutez Sébastien Moreno qui normalement est plutôt intéressant. Il est plutôt intéressant, effectivement. Voilà. Donc A2M, Democo, qui est une entreprise de construction classe 8, donc une grosse entreprise de construction en Belgique. Mais qui travaille aussi en Europe, qui ne s'arrête pas aussi en Europe, bien sûr. Ils ont une succursale, si je ne me trompe pas, en Pologne et au Portugal. Voilà. Et puis Nelson Canal, qui est un promoteur immobilier, qui fait beaucoup d'hôtels en général, mais qui a une sensibilité dans la durabilité. Et donc, je quitte la plateforme. Oui, c'est presque antinomique. Mais... Donc, je quitte la plateforme. Ils me contactent, ils viennent me chercher, ils me disent écoutez, nous, on fait déjà du passif. Qu'est-ce qu'on fait après? On n'en sait rien. Voilà. On n'a jamais le temps, parce qu'on est tous le nez dans le guidon, on n'a pas le temps de faire des recherches, de s'intéresser et tout ça. On propose de mettre de l'argent sur la table, on crée un nouveau groupe, Fast. Tu travailles dedans et voilà, ton job c'est de nous ouvrir l'esprit à ce qui va se passer sur la suite, de nous challenger, voilà, pour faire encore mieux. Donc effectivement, l'objectif de base au départ, la plateforme, c'était d'inciter à rendre passifs les bâtiments qu'on rénove ou qu'on construit. Mais il n'y a pas que ça, effectivement, ça c'est le volet énergie de la durabilité. Il y a effectivement beaucoup d'autres volets. Et toute cette notion de biodiversité, toute cette notion de CO2 neutre, tout ça rentre alors dans le projet et toi tu guides pour aller le plus loin possible. C'est ça. Très ambitieux en tout cas. Oui, c'est loin d'être simple, mais c'est ça. Donc c'est super intéressant parce que de temps en temps tu fais une étude de simulation dynamique sur quel est l'angle des stores solaires pour que ça soit vraiment optimal d'un point de vue énergétique. Et puis de l'autre côté, tu organises un voyage pour essayer d'ouvrir l'esprit à tout ce qui est possible de faire. Voir des trucs un peu dingues. Génial. Voilà, et donc ça va un peu dans tous les sens, c'est super intéressant. Mais voilà. Et vous êtes une équipe de? On est 4 personnes. Vous êtes 4, voilà, super. Donc ça, c'était effectivement pour donner le contexte. C'est ça. Et si je reviens à toi, donc on a parlé de la vision et
FAST est effectivement dans cette vision tout à fait logique. Au quotidien ou pas, mais est-ce qu'il t'arrive de douter ou justement t'es fonceur et t'avances sans te poser de questions? Ça m'arrive de tous les jours, des demi-heures à peu près. D'accord. Non, mais bien sûr. Enfin, ça fait partie de ma personnalité, de toute façon, de base, de jamais être sûr de toi et de douter en permanence. De douter en permanence. Alors, ça a des avantages, hein, clairement. Ça te permet en principe de ne pas faire trop d'erreurs parce que tu te remets toujours en question. Et donc, normalement, tu es censé, tu es censé pas te planter. Voilà, c'est une bonne blague parfois. Mais, c'est ça. mais c'est ça. Et puis, moi, je reste convaincu qu'effectivement, si tu ne doutes pas, je me souviens de cette chanson d'Orelsan là qui dit entre avoir de principes et être un con, la ligne est très fine. Voilà, si on paraphrase et qu'on change un peu, je pense que si t'as pas de doute et que, enfin, entre ne pas avoir de doute et être un con, je dirais que la ligne est fine aussi. C'est ça. Donc pour moi, c'est normal. Après, c'est néfaste si tu l'arrêtes pas de. Si c'est trop, voilà. Et là, ça intervient. Enfin, je sais pas, comme plein d'autres gens, j'ai un vrai syndrome de l'imposteur. Ah bon, ok. Avec l'expertise que tu as? Non, mais moi, j'ai toujours peur que mon téléphone sonne et qu'à un moment donné, quelqu'un me dise non, mais finalement, je suis rendu compte que t'es vraiment une merde. On va travailler avec quelqu'un d'autre, mais tout le temps. C'est extra, c'est extra. Avec le niveau d'expertise que tu as, c'est juste un truc de fou, ça. Mais tout le temps, en permanence, j'ai ça. Donc, est-ce que c'est pas le problème des perfectionnistes, ça, justement? Sûrement. Ok, donc le doute est à la fois positif parce que justement tu ne fonces pas de tête baissée et puis justement les choses sont mesurées, mais à la fois tu essaies de jauger sur le fait que ça puisse être un peu tétanisant ou effectivement... Oui, c'est tétanisant. Ouais. C'est tétanisant et puis quand tu es en discussion avec une série de personnes que tu es censé donner tes idées, si toi tu fais transparaître le doute face à quelqu'un qui lui, de toute façon, même s'il a tort, arrive à te le sortir comme si c'était une évidence. Hop, tu vois, bien ancré. Super. Voilà, si je te dis la Terre est plate, mais que je te regarde bien droit dans les yeux et toi tu je vais te croire. tu fais, je suppose qu'il a raison. Quoi, oui, voilà. C'est ça. Être convaincant, justement, avec le doute, c'est pas facile. Hein. Avec un peu d'expérience, j'arrive quand même maintenant à dire, écoute, beaucoup de réflexion, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression qu'elle est ronde. J'aurais tendance à dire ça. Mais donc voilà, petit à petit ça va mieux, mais mine de rien, c'est aussi des avantages. Il y a des gens qui, je pense que même politiquement, je ne vais pas citer des exemples, mais il y a des gens qui arrivent au pouvoir et qui n'ont aucun doute, et on est dans une vraie ère de post-vérité qui est effrayante. Tout à fait. Parce que tu arrives à ne faire transparaître aucun doute dans ce que tu dis, et donc les gens n'ont plus le temps, ne prennent plus le temps de te remettre à question, prennent ça comme une vérité. Et ça, c'est un vrai dommage. C'est un vrai fléau, oui, complètement. Quels sont les bénéfices pour toi de travailler dans ce secteur et comment tu le vois évoluer depuis toutes ces années où tu es quand même dans la pointe de tout ce qui est architecture durable? Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas vu les choses quand même bien changer, même si on a ce sentiment d'urgence face à cette planète qui suffoque? Au niveau positif de toute cette démarche, comment tu vois évoluer les secteurs et quels sont les bénéfices que tu en récupères? On peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein, mais s'il est à moitié plein, tu te dirais qu'effectivement, depuis que tu es sorti de l'école, où tu savais même pas ce que c'était que l'énergie, et quand tu faisais un permis d'urbanisme, on te disait « Ah oui, il y a aussi le formulaire K45 ». Ou le truc. Et donc tu as vaguement des épaisseurs d'isolant, tu dis « Ouais, je suppose que c'est ça », et tu tapes un chiffre vite fait. Voilà. Et on te dit surtout reste bien près de K45, parce que c'est à K15, ça veut dire que c'est fort performant, mais ils vont te poser des questions, laisse tomber. Ok, donc au tout début ça ressemble à ça, quand tu vois ce qu'on fait maintenant, on sent quand même qu'il y a... c'est le jour et la nuit quand même. Ça a quand même bien évolué. On sait enfin ce que c'est un isolant. Avant on n'en parlait pas. Aux études on ne parlait pas de ce que c'était un isolant. Oui c'est vrai, quand je vois finalement le fait que moi on me permette d'aller donner cours... Dans les écoles, c'est fou. Quand je vois justement Bernard Depré ou Sébastien Moreno qui font donner des cours à la Cambre, il y a beaucoup d'évolution. Impacter ça, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose, mais à côté de ça, l'évolution, j'ai l'impression qu'on a évolué vers 1 sur 10. Ok. Tu vois ? Ouais. Et donc, oui, on peut se réjouir de dire ça a quand même vachement bien changé. Attends, ouais, je sais pas. Il y a encore beaucoup. Je sais pas. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et là, moi, je suis honnêtement inquiet parce qu'on est quand même dans un système, dans une démarche
surtout dans l'architecture, mais je pense que c'est à peu près dans tous les domaines, où il faut tout vérifier, tout formulariser, et donc tu dois avoir des cases, des coches, des machins pour tout. Ça veut dire que, voilà, pour l'instant, on est avec la PEB, il faut remplir tout ça, on arrive à un tel numéro, ok, c'est bon, la PEB est remplie. Tiens, maintenant, on va parler matériaux. Ok, on va sortir Totem, logiciel qui, entre parenthèses, super intéressant. Il est top, oui. Vraiment, les trois Mais régions c'est ça sont en mises plus. d'accord. Waouh, Alléluia. En Belgique, on a un outil pour les matériaux. Il s'appelle Totem. Allez, voilà. Non, mais en soi, super intéressant pour l'architecte qui veut s'inspirer un peu, se dire tiens, je vais comparer, je vais commencer à me poser des questions. Mais cet outil-là, à terme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir obligatoire. Une régularisation, tu vas en fait. Devoir, le permis d'urbanisme, remplir ta PEB et Totem. Tiens, voilà. Tout à fait. Tiens, j'en sais rien, moi, le CO2, on en est où? Ok. Et la mobilité, on en est où? J'imagine qu'il y aura un nouveau logiciel, et un nouveau logiciel, un nouveau logiciel. C'est ça. Il y a un nouveau métier qui se crée en fait. Il y a le métier en plus de l'architecte qui est l'expert en développement durable qui se crée maintenant, finalement. Ouais. Je pense que c'est ça. Oui. Alors ça complexifie peut-être les choses, mais au moins le secteur évolue dans le bon sens parce que si l'architecte s'entoure de cet expert, il peut justement changer sa manière de concevoir et on peut du coup impacter au niveau constructif. Le bâti ou la construction d'une autre manière. Donc c'est vrai que c'est des nouveaux métiers qui émergent. Maintenant, je pense que c'est la solution vers cette architecture durable. Inévitablement, il faut s'entourer de gens qui sont spécialisés là-dedans. Je ne pense pas que les architectes doivent prendre toutes les casquettes. Finalement, l'architecte, c'est le concepteur. Effectivement, il doit peut-être adapter sa façon de concevoir à l'urgence climatique, mais est-ce que justement s'entourer fait sortir des projets assez intéressants parce qu'il y a le travail d'équipe, il y a beaucoup d'émulation derrière ça. C'est certain, c'est un vrai plaisir de s'entourer avec des gens qui sont super pertinents, mais c'est deux choses différentes pour moi. Oui. Donc effectivement, il y a cet aspect-là, je reviens juste après, mais par rapport à cette réglementation qui impose une série de choses, moi j'ai peur quand même qu'à force d'amener de la réglementation, ce qui semble nécessaire, on enlève la conception. Oui, tout à fait. Donc, si on regarde juste pour la PEB, on ne peut presque plus imaginer maintenant de construire une maison où on se dit non, mais moi je vais faire une pièce qui ne sera pas chauffée à 20 degrés. C'est une sorte de jardin d'hiver, j'en sais rien, et quand il fera trop froid dedans, j'y vais pas, quand il fait trop chaud, je vais pas non plus, mais c'est cool, je mettrai mes plantes, et voilà. Si je devais intégrer ça dans la PEB, c'est un problème, quoi. Non, la PEB, elle dit, voilà, c'est une enveloppe complète. Et il faut que ça soit dans le volume chauffé, sinon c'est pas possible. Est-ce que ça pourrait être pertinent de dire, tiens, je vais isoler ma salle de bain au sein même de ma maison. Comme ça, j'ai très peu d'inertie et je monte à 24 degrés, voilà. C'est impossible à valoriser dans une PEB. Est-ce que du coup, ça te permettrait de mettre un peu moins d'isolant sur toute l'enveloppe? Peut-être, si tu faisais un vrai calcul. Tout à fait. Mais la réglementation fait que... Ça rentre pas dans les cases. Ça ne rentre pas. Ouais. Voilà. Et donc j'ai peur que règlement après règlement, tu enlèves la conception et la vraie réflexion. Ouais. Voilà. Et donc cette vraie réflexion-là, de toute façon, effectivement, elle ne peut plus tenir dans une seule tête. Tout à fait. Est dans... le métier change. C'est l'équivalent de la médecine, quoi. Où tu avais le médecin qui disait, oh, ben, à mon avis, tu as le genou cassé, mais à mon avis, je vais te guérir aussi la tête et je sais pas quoi. Ça, c'était il y a 50 ans. Ouais. Maintenant, si tu as mal à l'auriculaire, il y a un spécialiste de l'auriculaire, quoi. Tout à fait. Et donc, j'ai l'impression qu'on va aussi vers ça en architecture. Bien sûr. Avec peut-être encore une démarche à faire qui est d'abord que ce n'est accessible que pour les gros bâtiments, parce qu'il faut un budget. Et donc effectivement, quand tu fais un centre sportif, c'est le cas ici, moi je travaille sur un centre sportif à Belleval au Luxembourg. Mais effectivement, on est quand même avec un gros projet, ce qui permet d'avoir une équipe conséquente, d'avoir des réflexions en amont. Avant même les premiers dessins, on a des réflexions de brainstorming sur quelle va être la vision de notre projet, quoi. Tout à fait. Ça fait des heures de spécialistes et ça coûte cher. Bien sûr. Un budget des honoraires, quoi. Et donc comment on va impacter ça à un pauvre client qui lui veut juste sa maison, ça devient compliqué. Ça, c'est pas possible. Ouais. Donc là, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à trouver. Ouais. As-tu un mentor, quelqu'un qui t'a guidé ou qui t'a inspiré pendant quelques temps? Et est-ce que tu as tendance justement à t'entourer des bonnes personnes qui peuvent t'élever? Mais ça peut être un mentor professionnel ou un mentor... quelqu'un qui t'inspire dans un domaine qui te passionne?
Alors, des mentors, j'en ai quelques-uns, c'est vrai. Et donc professionnellement et voilà. Donc si je vois ça d'un point de vue personnel, Oui. ça va paraître complètement dingue Non, mais je vas-y. me la pète un peu, mais ma femme pour moi est un mentor. Ah, c'est mignon. Ah, bon, voilà, désolé. Non mais c'est vrai, voilà. J'adore. Je suis passionné, je vois ses paroles quand elle me parle, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, quoi. Super. Et donc voilà, c'est une fille qui est super inspirante. Et donc je m'entoure effectivement d'un point de vue privé. Mes parents sont aussi super intéressants et plein de voilà, mais d'un point de vue privé, je m'entoure toujours de gens qui m'inspirent. Je me vois moins. Je suis moins intéressé par être dans l'autre, de l'autre versant, de déverser mon savoir. Et tout ça. C'est pas mon truc, quoi. Je préfère vraiment être inspiré. Et professionnellement, effectivement, euh, j'ai des gens qui m'ont beaucoup inspiré, avec qui je suis toujours en contact. Ok. Et je crois que c'est un vrai coup de bol sur le coup. Ah, Là, il n'y a pas de hasard, on dit souvent. Il n'y a certainement pas de hasard, mais tu commences à la plateformation passive. Yes. Tu débarques en 2007, tu es 1,5 équivalent temps plein, tu te demandes un peu ce que tu vas devoir faire, tu remplis des cases dans des fichiers Excel, tu sais pas très bien ce que tu fais, puis tu rencontres Sébastien Moreno-Vaca, tu rencontres Bernard Depré, ce que j'ai parlé là, ou des gens comme ça. Hyper inspiré, c'est clair. Voilà, c'est des gens, tu te dis, mais ouais, je veux être comme eux, c'est sûr. Quoi, Génial. Je crèverais d'envie d'être comme eux. Quoi. Ouais. Je partage ton avis en tout cas. je connais encore des gens, j'en rencontre encore vraiment. Voilà. Hier, il y avait un brainstorming qu'on organisait chez un de nos partenaires. J'ai des partenaires qui sont vraiment inspirants. J'ai des gens qui sont arrivés autour de la ZAP qui sont vraiment inspirants. Vraiment. C'est un vrai plaisir de les écouter. Quoi. Ouais, génial. Donc travailler dans ce contexte, effectivement, ça doit être très boostant. Si tu devais résumer en 15 secondes ton métier aujourd'hui, parce que finalement, tu es ingénieur architecte, mais tu fais finalement peu la mission d'un architecte. Donc, en 15 secondes, ton métier, plus que fast peut-être, mais qu'est-ce que ce serait ? Alors, mon métier serait, en 15 secondes, ça fait speed dating. Après l'entrevue psycho. Bonjour, je fais du basket, je fais un ton de set. Attends, mon métier serait d'ouvrir l'esprit de mes partenaires, d'essayer d'avoir une vision, de leur donner une vision très globale des choses, mais aussi transversale. Okay. Ça m'arrive souvent donc, un de mes boulots, c'est de faire de la veille, d'alimenter en bêtises permanentes mes partenaires. Pas pour que ça puisse être applicable directement dans leur boulot, mais pour que ça percole dans leur esprit, que peut-être un jour ils se souviennent « Ah, mais il n'y a pas un truc en agriculture que m'avait dit, mais ça irait super bien avec ce projet-là. » C'est voilà. ça. C'est think different, c'est vraiment ouvrir les œillères. Moi, j'aime ça, mon boulot. C'est d'essayer de les faire penser différemment et de leur faire ouvrir l'esprit. Je dirais que si j'arrive à faire ça, je serais super content. Génial, super. Donc, dans ton parcours professionnel, est-ce que tu as eu un moment difficile qui était vraiment une épreuve, ou personnel, hein, voilà, tu réponds à ce que tu sens, et qui t'a vraiment finalement nourri dans cette épreuve, et aujourd'hui tu te dis, bon, ça a été quand même une épreuve, mais j'ai appris énormément. La question pas simple, hein, désolé. Non, c'est vrai, attends, j'ai l'impression d'être chez le psy quand même. Aïe. Je dirais... Donc oui, moi j'étais responsable de la plateforme Maison Passive, effectivement. C'est quand même une SBL qui m'a permis, moi, d'apprendre beaucoup, parce que je suis arrivé, comme je disais, on était 2, et puis finalement on est 20. Et au départ on dit, Benoît, tu veux bien gérer le truc là? Et je dis, bah oui, on est que 2, ça va aller, ou 3 là. Puis après tu gères 20, quoi. Gestionnaire humain, quoi. Ouais. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et en plus de gérer 20, c'est des connexions avec le ministre, avec machin, parce que ça devient, on surfe sur une vague, je sais pas ce qui se passe, une sorte d'alignement des planètes qui fait que tout le monde est super intéressé par ce qui se passe. Et donc t'es sur le devant de la scène, j'ai une responsable communication qui, quand les journalistes m'appellent, me dit, pense à ça, dire ça. Wow. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, l'accélérateur, quoi, boum. Voilà, t'apprends énormément de choses.
on est dans une vraie famille, parce que c'est une SBL, donc je tiens à ça, et donc je vais faire des formations en gestion Humaine, ressources humaines ouais, et ouais. autres. Et donc j'essaie vraiment d'en faire une sorte de famille, d'un truc super lié, etc. Et puis c'est Très une humain. SBL. Et oui, C'est une et les SBL, ASBL sont subventionnés. et tu perds des subsides, parfois tu perds un marché, et c'est des choses qui font que tu n'as pas, La maîtrise de ça, t'as oui. pas la maîtrise de ça, ou pas bien, de toute façon. Et puis j'ai une certaine jeunesse à ce moment-là, qui, encore maintenant, j'espère, qui, Je te rassure. qui fait que voilà, j'ai pas cette expérience-là. Mm. Et vraisemblablement, je fais une erreur, enfin, moi je vois ça comme une erreur en tout cas, d'imaginer que ça va aller. Et Ok. donc j'essaie de garder l'équipe au maximum, sachant qu'on est en train de perdre des subsides, et donc on se retrouve dans une difficulté financière qui Wow. fait qu'il y a un jour où je dois virer 6 personnes d'un coup, quoi, En un jour? en un jour. Ok. Donc c'est une réunion générale, on sait bien que tout, ça va pas, hein, mais voilà, le président arrive, annonce à tout le monde, bon, il y aura des restrictions, bonne chance à tout le monde, et il s'en va. Et c'est moi qui dois prendre chacune des personnes et dire, tu restes, toi non, je suis désolé, tu restes pas, et virer 6 personnes en un jour. Ah ouais, ça enfin, ça C'était doit marquer quoi. C'était la fin de... Voilà, ça c'était vraiment très très difficile, parce que tu crées vraiment des liens, je conseille ça, enfin, je souhaite ça à personne, c'est Ouais. vraiment très très difficile à faire. Mhm. Mais voilà, c'est la vie en soi. Ok. Donc, voilà. Pas évident, effectivement. Mais ça t'apprend. Ça Tu as t'apprend appris, ouais, c'est ça. parce que d'abord, tu arrives à essayer quand même de faire une différence entre vraiment amitié et travail. Mhm. Tu peux très très bien t'entendre avec tes collègues, mais c'est quand même de garder une certaine distance, ça reste des collègues. Il y a moins de drames dans ma vie, dans le sens de drame professionnel. Voilà, c'est fini, mais Il y avait de l'émotionnel il y qui avait une était telle effectivement, émotion ouais, qui était c'était exacerbé quoi. liée à l'effervescence, etc., que c'était très difficile. Et voilà, c'est comme ça. Et je n'engage plus quelqu'un en étant sûr et certain que je saurais le payer. Voilà, maintenant les choses sont beaucoup plus claires dans ma tête, quoi. Voilà. Effectivement, le fait que c'était une ASBL, c'était le risque de dépendre de subsides qui aujourd'hui fait que FAST est tout à fait indépendant du profil ASBL. C'est vraiment une entreprise. Et effectivement, tu te lances dans d'autres types de projets aussi. Effectivement, il y a Oui, c'est vrai. une notion là. Ok. Et j'ai des partenaires qui me font confiance et je vois bien, on avait ces partenaires de base là maintenant, puis on a grandi, on a ICO qui est un gros promoteur immobilier à Luxembourg, on a Moreno Luxembourg qui est un architecte au Luxembourg, et on a TPF qui est un bureau d'études genre plutôt balèze, en taille et en efficacité. Mais du coup voilà, donc j'ai des partenaires qui croient en phase, je pense, et qui ont eux une certaine carrure. Donc c'est vrai que c'est plus confortable à ce niveau-là. Je dis pas qu'un jour ils vont pas m'appeler, comme je dis avec mon syndrome d'imposteur, en disant ok merci Benoît, mais on a trouvé un autre bureau d'études. Voilà. Ouais, tout à fait. Et à la fois on n'est jamais à l'abri de ça. Non, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. c'est ça. En quoi quel est ton regard sur le milieu professionnel et comment tu le vois évoluer face à tous ces changements? Moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, ça a fait une courbe exponentielle au niveau du métier, que les architectes se sont formés et que voilà, maintenant, on ne peut plus concevoir sans penser à la durabilité. Mais est-ce que, comme tu dis, est-ce qu'on ne va pas malgré tout dans le mur ou justement, on peut être optimiste et se dire il y a des belles choses qui se font et step by step, on peut y arriver ou justement, on a dépassé l'urgence? Est-ce que tu es plutôt optimiste ou plutôt pessimiste à ce niveau-là? Juste au niveau d'architecture? Oui, ou au sens large, comme tu le sens? Écoute, moi je suis passé du stade je veux sauver le monde à on va tous crever et il n'y aura plus rien à faire. Et puis à un moment donné à te dire j'aimerais que mon fils me dise un jour au moins mon père a essayé. Tu vois. Donc je suis presque convaincu qu'on va dans le mur, vraiment. Ok, il y a quand même une vision le verre à moitié vide, mais tu veux œuvrer dans ce sens et contribuer à ton échelle, quoi. Je pense vraiment que, étant conscient qu'on va dans le mur, tu as quand même une responsabilité sociale à avoir.
tu t'arrêtes pas. Ça serait de la lâcheté. La lâcheté, ouais. Et je pense qu'en étant architecte, on prend conscience aussi de l'impact qu'on a au niveau des bâtiments qui sont, en tout cas sur Bruxelles, ne fût-ce que l'habitat, c'est 70% des émissions de CO2. On a une responsabilité en fait. Oui. Et c'est vrai qu'en tant qu'archi, on a peut-être cette conscience qui a été exacerbée. Et voilà, aujourd'hui on retrouve les marches du climat, tout le monde se mobilise, mais quelle bonne nouvelle! Maintenant, il faut que les politiques suivent. C'est toujours ça le... Quelle bonne nouvelle, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, concrètement maintenant? Donc soit, alors je commence à penser sérieusement qu'il y a une vraie faillite du fonctionnement politique au niveau climatique. Je ne vois pas comment un homme politique qui doit avoir des retours dans les 4 ans, parce que les prochaines élections sont dans 4 ans, peut avoir des actions bénéfiques à long terme pour le climat. Ouais. C'est se tirer une balle dans le pied que l'homme politique ferait maintenant. J'ai cette impression-là. Ouais. Ça voudrait dire que c'est de nous que doit venir la réponse. Et si on prend le bâtiment qui a une durée de vie de 80 ans environ, qu'en 2050 on doit être CO2 neutre, l'équation elle est infaisable, c'est insolvable, quoi. Ouais. Et ça serait en imaginant que toute nouvelle construction maintenant soit CO2 neutre. On ne parle pas de passif, on parle de CO2 neutre, on est avec un niveau 3 fois au-dessus encore. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je travaille avec des partenaires qui sont hyper motivés, j'essaie de les influencer au maximum, je vois qu'ils font de leur mieux, il y a un contexte économique, social, etc., qui fait qu'on n'arrive quand même pas à tout le temps du CO2 neutre. On y arrive à certains moments, mais on n'arrive pas à chaque fois. Ouais. Alors qu'on est avec des efforts qui sont déjà considérables. Ouais. Et à l'époque, on parlait de est-ce qu'on va atteindre le passif? Donc en fait, on est passé à un step supérieur. Et heureusement que les gens se posent la question et qu'au niveau des investisseurs aussi, ils veulent. Il y en a certains qui le veulent, pas d'autres, mais. Je pense que c'est assez réjouissant de se dire qu'il y en a qui sont conscients de ça. Les valeurs sont là pour avancer. Maintenant, le bâti existant, il est là aussi. Oui, le bâti existant est là. Alors, il y a plein de difficultés. Je pense qu'il n'y a même pas encore de solution technologique pour tous les problèmes. Vraiment. Tout à fait. Et donc, j'ai l'impression parfois que ce soit des discours politiques de s'auto-congratulation de ce qui a déjà été fait, des choses comme ça, j'ai l'impression qu'on a monté les marches des escaliers. On arrive un peu crevé en se disant « T'as vu les marches qu'on a montées, on regarde devant nous, il y a l'Himalaya qui est devant là. » Et on n'a encore rien fait du tout, quoi. Ouais. Voilà. Tu parlais d'1%. On a fait du passif, mais tu vois, voilà. C'est fou. Si t'as justement... Ça n'empêche pas d'être motivé. Mais oui, voilà. Ça n'empêche pas l'enthousiasme est là, vraiment. Parce que de toute façon, il y a tellement à faire, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est très enthousiasmant, malgré ce constat. Et si tu avais justement une baguette magique pour changer ça, si tu pouvais changer le monde, qu'est-ce que tu changerais en premier? Qu'est-ce que c'est que cette question? Ouais, si je chaud ça. Avec une baguette magique, qu'est-ce que je change? Écoute, je pense que j'essaierai de gagner à l'euro million, 150 millions, ça me semble bien. C'est parfait. Qu'est-ce que je fais avec cette baguette magique? Écoute, il y aurait tellement de choses, il y a tellement un dysfonctionnement général, fonctionnel, qui est là, dans ce monde, que j'aurais tendance à dire que j'ai envie de rebattre les cartes. Je dirais, je recommence à zéro. C'est un peu le joueur de poker qui se rend compte qu'il a vraiment rien en main, qui se dit ok, je prends 5 nouvelles cartes parce que ça peut pas être pire que les 5 que j'avais. C'est ça. Je serais plutôt à me dire ça. Ok, et en fait, à mettre l'humain avant tout. À recommencer à zéro, juste les gens qui sont là, c'est tout. Et pas avec des droits de propriété, avec des inégalités monstrueuses, avec des intérêts économiques et de l'égoïsme ambiant, quoi. La solidarité, c'est quelque chose qui... J'ai l'habitude de dire que la solidarité, elle fonctionne très très bien, sauf quand on en a besoin. Ok. Tu vois. Ouais. C'est des beaux grands discours, mais une fois qu'il y a vraiment besoin d'être solidaire, il n'y a plus personne. C'est pas ça grand-chose, quoi. On a toujours des migrants, des milliers de migrants là, qui sont dans des parcs, et bon, on a un peu oublié, parce que maintenant les médias n'en parlent plus, mais qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je ne suis pas en train de parler de tout le monde, moi-même je suis le premier à ne rien faire, tu vois.
si j'étais vraiment en accord avec l'intégrité et mes valeurs dont je parlais là, Mhm. qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis pas en train de partir et pas aider tout le monde voilà. Ok, ouais, super. Euh, Faut-il être passionné pour faire le métier que tu fais et pour justement s'épanouir dans ce qu'on fait? Passionné, passionné. Oui, je crois. Je peux pas imaginer. En fait, si mon boulot c'est d'essayer de convaincre, d'ouvrir l'esprit, de faire en sorte que les gens te suivent un peu dans les idées que tu as, Mhm. tu dois un peu transpirer une certaine passion. Si... Et l'enthousiasme, Ouais. ouais. C'est ça. Là, c'était l'air d'une fille à un guichet. Bref, non, coupez ça. Mais, Cut! tu peux pas être un guichet de dire non, non, mais oui, c'est vraiment important, suivez-moi, tu peux pas. Voilà. C'est ça. Tu dois inspirer la passion, sinon les gens ne te suivent pas. Quand tu donnes cours, tu dois inspirer une certaine passion, sinon Voilà. Ouais. les gens ils sont sur Facebook. Hein, maintenant, les jeunes, c'est plus comme avant, comme on dit. Mais donc, effectivement, tu fais une super transition. On va parler de la transmission. Le fait que tu sois prof et que tu puisses inspirer des plus jeunes. Comment tu transmets justement à la fois cette passion, mais aussi ton métier et cette expertise que tu as? Quel est le petit truc qui peut te représenter justement et qui est vraiment lié à ton caractère et qui t'aide dans la transmission et dans les cours que tu donnes? Alors, ça voudrait dire déjà que je fais ça bien, ce qui n'est pas. Ah, ben j'ai eu des Pas cours avec toi, ça. je sais que tu fais ça très bien. C'est gentil, mais je ne. Enfin, voilà, moi je connais beaucoup de profs qui sont vraiment, vraiment exceptionnels. Moi j'aime faire ça. Oui, Et à mon avis, c'est déjà un premier mais point. ça se sent, oui, c'est sûr. Et donc, moi je pense que la vulgarisation et l'humour seraient peut-être les deux choses qui font que ça va passer. Ouais. Donc, l'humour, voilà, même quand tu parles de climat, on va tous crever, voilà. À un moment donné, ça devient tellement grotesque que oui, c'est risible en soi, hein, mais Oui. bon, c'est pas forcément des sujets joyeux. Mais il vaut mieux le tourner à l'humour, Il vaut mieux effectivement. le tourner à l'humour. Il vaut mieux le tourner à l'humour. D'ailleurs, ça me fait penser, juste là, il y a un article qui est paru récemment dans The Guardians, Ok. qui parle donc on est dans le nord-est de l'Australie, Mhm. une zone relativement très très chaude, quasi désertique, hein, avec des troupeaux entiers de vaches qui sont mortes. Donc la moitié des vaches sont mortes. Ok. Pourquoi est-ce qu'elles sont mortes? Parce qu'en une semaine, il a plu 700 mm d'eau d'un coup, ce qui n'arrive jamais. Voilà. 700 mm d'eau. Les vaches sont mortes d'épuisement, embourbées et de froid, en fait. Mhm. On ne pense pas. Les fermiers sont dévastés. Il y a des gens et des gens qui sont perdus. Voilà, ça, Ouais. c'est dû au climat. Ouais. Donc on a des impacts qui sont déjà considérables, quoi. Et depuis Donc, des années déjà, oui, en fait. t'as envie de dire, bah oui, c'est comique, hein, finalement. Donc c'est le Des climat vaches qui se qui dérègle. meurent à la flotte, c'est quand même des vaches qui meurent noyées dans un désert, c'est quand même plutôt marrant. On pourrait en rire, quoi. Voilà. On pourrait dire que finalement, le végétarien, c'est une bonne chose, j'en sais rien. Mais, C'est ça. mais voilà, donc les sujets sont vraiment très très graves. Oui. Je pense que l'humour fait partie de l'attrait que tu peux avoir quand tu donnes cours. Ouais. Et ça donne de la légèreté malgré tout, Tout à fait. pour maintenir une certaine attention. Et alors la vulgarisation, qui pour moi, enfin, je détestais ça quand tu es à l'UNIF et que tu as des profs qui T'as juste qui envie de sont- t'endormir non mais qui sont incompréhensibles, mais qui le savent, tu vois. et qui joue là-dessus. Et Ouais. qui savent, ça leur fait plaisir de voir dans la tête des étudiants qui sont largement supérieurs à eux. Enfin, pour moi, c'est pas ça transmettre, quoi. Et c'est pas Si- ça, être si un tu vois prof. que les quoi, gens ouais. comprennent pas, ça va pas. Non. Donc la vulgarisation est super importante. Ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs effectivement ce terme-là, bon, l'humour d'office, mais la vulgarisation. Moi, ça m'avait frappé effectivement quand on s'est formé, Raph et moi, au passif. Ça m'avait l'air tellement compliqué, tu vois. Et finalement, le PHPP, là, qu'on avait suivi, c'était quand 2004, enfin, tu vois. Les premiers cours que tu donnais, tu vois. Ouais. Donc le PHPP, c'était vraiment tellement pas accessible au départ. Et puis tu sors de là, tu te dis, ouais, super, j'ai pigé. Cool. Alors que c'était juste inaccessible. Ouais, fichier Excel avec des formules, Ah tu non, dis, quoi, non, mais c'est pas imbuvable. possible. Et non, voilà, c'était top, franchement. Attends. Que dirais-tu à un investisseur qui veut faire du durable et
finalement, comment tu le convaincs ou comment tu l'accompagnes? Peut-être qu'au départ, il veut s'intéresser au sujet parce que ça fait bien, hein, Oui, tu surfes c'est sur un une peu vague, ouais. greenwashing, très Ouais. tendance pour l'instant. Comment tu fais pour que justement il aille au-delà de ce greenwashing et que ça soit pas juste un outil de marketing? Alors, je crois que tout d'abord, il faut être relativement honnête avec ces gens-là. Mhm, Leur dire qu'effectivement, la durabilité, ça a un coût. Et mhm. donc, il ne faut pas croire qu'en faisant des économies sur le chauffage, on va pouvoir sauver la biodiversité. Et voilà, tu ne peux pas, tu peux pas acheter une table d'un d'un artisan qui a travaillé 200 heures dessus à 50 euros. Ouais, au La même prix qualité, que chez elle a un Ikea, quoi. prix. Voilà, la qualité, elle a un prix, et c'est comme Mhm, ça, il faut être conscient de ça. tout à fait. Et je crois que c'est la première chose qu'un immobilier doit avoir en tête, c'est ça. Mhm, S'il veut absolument faire le plus de chiffres immédiats, mhm. ça va déjà être très compliqué. Par contre, s'il a une vision économique, À 10 ans, par exemple? euh, c'est pas une question de durée pour moi, c'est une question d'intégrer des scénarios. Ok. Et donc il y a un document qui avait été fait par Aviel Verbruggen, qui est un prof à Anvers, qui est plutôt intéressant sur le sujet, Mhm. et qui dit que le choix optimum d'un projet n'est pas celui qui est le plus rentable en termes de temps de retour, Oui. mais celui qui passe le plus de scénarios catastrophes envisagés. Ok. Et donc si tu fais ta maison, juste pour l'exemple très simple, on revient sur le passif, je construis ma maison passive ou je construis une maison normale, clé sur porte, n'importe. D'accord. Mhm. La maison clé sur porte coûte moins cher, la maison passive coûte plus cher. Donc a priori, la maison clé sur porte est plus intéressante. Imaginons dans 10 ans, il y a une réglementation qui arrive et qui dit le passif est obligatoire, Mhm. Ok. Comme à Bruxelles en 2015. par exemple. Ouais. Si j'ai ma maison passive, j'arrive dans 10 ans, ben, j'ai pas de moins-value sur ma maison, elle est déjà aux normes, parfait, et ça continue son chemin. Mhm. Si j'ai ma maison qui n'est pas passive, j'arrive dans 10 ans, nouvelle réglementation, j'ai une grosse dévalue de ma maison. Et je dois réinvestir. Et ça, c'est un gros problème, je dois réinvestir, etc. Et donc là, on est dans le rouge sur cette solution-là. Oui, tout à fait. Imaginons que dans 10 ans, il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de réglementation, que finalement, on se dit, tout le monde s'en fout. Mhm. Ben, du coup, ma maison, elle passe, celle qui n'est pas passive, elle passe, et tout va très bien. C'est peut-être la solution la plus économique, parce qu'il ne sera rien passé, quoi. Ouais, mais Donc elle consomme passe celle-là. entre les mailles du filet. Mais elle consomme D'accord. quand même pas mal. Oui, mais juste pour l'exemple, en tout cas, on est là. C'est qu'on passe entre les mailles du filet. Ok. Donc, on a payé moins cher, et finalement, il n'y a pas eu de moins-value sur la maison, et très bien. Et la maison passive, il n'y a pas de réglementation, elle a coûté plus cher, et elle va très bien aussi. Donc, si on analyse les 4 cas, Ok. il y a quand même un cas où ça bloque sérieusement. Tout à fait. Et ça devrait conduire à une réflexion de dire, je dois prendre la solution qui est peut-être un peu plus chère, mais qui me permet de passer Tous les scénarios. Ok. Ouais. Et anticiper finalement cette réglementation qui va de plus en plus être contraignante. Tout à fait. Je pense qu'on va vers ça, heureusement. Je crois, mais pour moi, c'est plus une question de réglementation, c'est une question vraiment d'environnement, de conditions climatiques, Ouais. de ton impact personnel, de ce que vont dire tes enfants. Finalement, tes scénarios, c'est aussi ça. Bien sûr. Dans un de tes scénarios, c'est que va dire mes enfants quand Et quand ils l'intégrité. verront ma maison. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben voilà, on arrive tout doucement à la fin. Benoît, merci, hein, c'est vraiment top. Merci de m'avoir Cool, bah, accueilli avec grand chez plaisir. toi. Avec grand Si cette entrevue vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. J'ai trouvé que l'échange était super inspirant, tant au niveau personnel que professionnel. Perspective, c'est aussi des rencontres. Et puis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. À bientôt. À Ciao. bientôt, merci beaucoup.